Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business Forum, l'hebdo sur BFM Business. On parle de transformation numérique. On va beaucoup parler Big Data aujourd'hui avec nos invités. Dans un instant, je reçois trois instituts de recherche, on va voir le CEA, l'ENS Paris-Saclay, Atos, voilà, qui se sont réunis pour une chaire autour du Big Data industriel. Vous allez découvrir tout ça dans un instant. Au sommaire également, le numérique et l'enseignement. Et oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de réalité virtuelle. Tiens, c'était la Paris Games Week cette semaine. Eh bien, l'enseignement, s'inspire aussi de ce qu'on peut faire dans les jeux vidéo. On en parlera avec nos invités. Ne manquez pas non plus notre chronique juridique, les systèmes, l'exigence de sécurité des systèmes d'information. Avec tout ce qui vient de se passer ces derniers jours, on comprend toute l'importance. Ce sera notre chronique juridique. Et puis en toute fin d'émission, coup de pouce à la start-up Isberg. On parlera là des marketplaces avec plein de nouveaux services. Voilà, c'est pendant 1 heure, c'est sur BFM Business. Voilà, le CEA, l'école normale supérieure Paris-Saclay et Atos ont décidé de s'unir autour d'une chaire sur le Big Data industriel. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie CEA. Bonjour Jean-Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous. Daniel Lecoguic, senior vice-président chez Atos en charge de l'activité Big Data et sécurité. Bonjour. Bonjour. Daniel. Et avec nous également Pierre-Paul Zalliot, président de l'ENS Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour. Pierre-Paul, merci tous les trois d'être avec nous. Alors on vous reçoit aujourd'hui parce que justement, vous avez créé une chaire de Big Data industriel, donc on va comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Mais je vais démarrer avec vous, Daniel. D'où est venue l'initiative d'unir le CEA, Atos, l'ENS Paris-Saclay? Vous connaissez bien déjà, mais pourquoi précisément il y a un vrai besoin aujourd'hui autour du Big Data? Disons que Big Data, tout le monde en parle. Si vous me permettez, j'écarterai tout de suite le truisme sur l'avalanche, le tsunami, l'exploitation, l'explosion des données, qui est une évidence. Pour me concentrer sur l'essentiel de la vision qu'on a eue, qui est aujourd'hui le constat de l'émergence d'un nouveau monde. L'éclosion d'une nouvelle économie autour de la donnée, autour de l'algorithmie, alliant mathématiques avancées, intelligence artificielle, machine learning, des nouveaux concepts qui sont très importants et qui transforment aujourd'hui notre industrie. Donc cette émergence d'une nouvelle économie nécessite un renforcement majeur de la formation. De plus aussi une densification de la recherche. Et enfin, une nouvelle vision concernant le développement d'une politique envers les PME, PMI, les start-up. Et donc c'est un peu à l'aune de ces trois idées qu'avec le CEA et l'ENS Paris-Saclay, on a décidé de rentrer en coopération. Une coopération qui va plus loin qu'une chaire, oui. Qui est une coopération. On imagine bien, c'est le pilier de départ, la fondation de quelque chose qui va aller plus loin. Jean-Philippe Bourgoin, ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, on n'a pas assez. Enfin, il faut vraiment se concentrer sur ses compétences parce qu'on prépare, comme vient de le dire Daniel Lecoguic, on prépare l'avenir, quoi, tout simplement. Si on y pense pas aujourd'hui, après on va être en pénurie de compétences. C'est très clair de notre point de vue. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui est c'est le titre de votre hebdomadaire, la transformation numérique de l'économie, de l'industrie et de l'industrie en particulier. Comme vous le savez, au niveau du CEA, on développe beaucoup de programmes dans ces domaines-là. Le CEA, on a eu la chance et l'honneur d'être distingué comme premier organisme le plus innovant au monde par l'agence Reuters au début de cette année. Et le numérique tient une place énorme dans cet ensemble. C'est plus de la moitié des 750 brevets que nous déposons chaque année. C'est plus de la moitié des startups que nous créons. Et nous sommes donc dans une position, en quelque sorte, à la fois d'acteurs et d'observateurs de cette transformation numérique. Et c'est ça qui nous amène à aller dans ce sens, à dire qu'il y a absolument besoin de développer des méthodes très avancées d'analyse qui tirent pleinement parti des données industrielles qui vont être vraiment au cœur de la compétitivité de l'industrie, et en particulier des industries de haute performance et à haute valeur ajoutée, qui sont celles sur lesquelles notre pays a quand même le plus de chances. On est déjà en pointe, mais il faut l'être encore plus pour se préparer avec et c'est là où on retrouve la convergence aussi avec la problématique des très grands calculateurs, sur laquelle je pense on va revenir. On va revenir dessus. Pierre-Paul Zalliot, ça repose sur vous. Alors, il faut former tous ces jeunes à Paris-Saclay, à l'ENS Paris-Saclay. Ce qui a été dit à l'instant est important. C'est exactement le type de chaire, ça s'appelle comme ça, mais en fait, c'est un lieu, c'est un laboratoire industriel, en quelque sorte, qu'on construit. C'est exactement le type d'objet qui nous plaît, pour nous, à l'École normale supérieure Paris-Saclay, c'est-à-dire mettre en relation une expertise scientifique et intellectuelle
qui est de réputation mondiale, celle de l'école mathématique française, et en particulier celle d'une école mathématique qui s'intéresse aux données massives, qui s'intéresse à la modélisation prédictive, qui s'intéresse au machine learning, et depuis de longues années, et de le mettre en relation avec des questions qui nous sont adressées par l'industrie ou des questions qui nous sont adressées par la recherche instrumentée. Et là, on a une tradition et un savoir-faire qui fait qu'on est prêt à entrer dans ce type de démarche. Et puis, on est prêt à mettre en relation ce type de démarche avec une formation que nous, on considère comme exceptionnelle et qui est considérée par un grand nombre d'étudiants qui viennent vers nous du monde entier comme exceptionnelle, qui s'appelle MVA, pour mathématiques, vision et apprentissage, et qui adresse ces questions à des étudiants qui deviennent ensuite des acteurs extrêmement importants. Donc, c'est vraiment pour nous un objet qui est à la fois un peu atypique et en même temps typiquement le type d'objet qu'on adore. Il y a 3 volets. Il y a un volet formation initiale, un volet sur recherche et puis un volet sur le partage d'expérience, l'innovation avec les startups. Le risque aussi, Daniel, c'est de voir ces compétences, on le dit à chaque fois, partir aussi, qu'elles aient une expérience internationale, tant mieux, mais qu'elles reviennent en faire profiter ici. C'est un peu ça le risque aussi. Oui, enfin les risques sont identifiés. C'est la fuite des cerveaux, c'est aussi l'appropriation des propriétés intellectuelles par des étrangers, par des compagnies étrangères sur ces nouveaux domaines. Cette nouvelle économie a comme caractéristique un peu particulière, c'est le retour des mathématiciens dans l'informatique quelque part. Ils étaient à l'origine de cette industrie. Ils reviennent aujourd'hui de façon majeure, puisque le cœur même, si vous voulez, de cette nouvelle économie, c'est la recherche. Oui. C'est la recherche et basée sur de la mathématique avancée. Qui va devoir apporter des nouveaux usages pour l'industrie, pour la banque, pour les secteurs, enfin on va en parler. Alors justement, ces nouveaux usages, voir un peu, peut-être nous donner chacun des applications concrètes et nous dire un peu ce que chacun vous allez apporter, Jean-Philippe, Jean-Philippe Bourrin du CE, dans cette synergie. Vraiment concrètement, je disais un mot des supercalculateurs tout à l'heure, c'est un des éléments importants de notre politique. Nous menons depuis une quinzaine d'années un partenariat avec la société Atos Bull, en particulier au travers de notre direction des applications militaires, pour développer ces très grands calculateurs qui sont absolument indispensables à la recherche de défense, mais aussi, bien évidemment, à l'industrie et à la communauté de recherche académique. Et dans ce cadre-là, il faut se rendre compte de ce que sont ces grands calculateurs. Ça occupe entre un demi et un terrain de tennis à peu près, c'est 5 mégawatts, c'est plus de 100 000 processeurs assemblés et qu'il faut faire fonctionner d'une façon parfaite et à l'unisson. Il faut récolter toutes les données. Et c'est là où je viens, pardon d'être un peu long, c'est là où je viens récolter ces données, c'est évidemment les récolter, les traiter, et vraiment en tirer toutes les analyses. Et dans ce cadre-là, le développement des méthodes d'analyse avancées et le croisement entre les méthodes déterministes, celles qui sont issues des modèles qui représentent les phénomènes physiques ou les phénomènes industriels ou les systèmes industriels, et le croisement donc avec les données statistiques issues des mesures que l'on fait et que l'on fait de plus en plus en temps réel sur ces modèles physiques, sur ces systèmes physiques ou sur ces systèmes industriels, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Concrètement, donc le premier élément où nous nous rejoignons tous les trois, et c'est vraiment un grand plaisir, c'est le monitoring des grands systèmes de calcul. Ça va être un des premiers exemples concrets de recherche de cette chaire. Et nous allons donc instrumenter nos calculateurs sur le centre de calcul de Bruyères-le-Châtel en Île-de-France, tirer en temps réel la mesure de prendre le pouls en temps réel du calculateur et voir si son fonctionnement est optimisé. Et ça, il y a une telle complexité dans ces calculateurs que à un certain moment, la mesure statistique du calculateur devient clé pour pouvoir prédire et optimiser son fonctionnement. Et donc derrière, Atos, vous formez un peu à ces analyses et vous essayez de... Cette nouvelle économie, si vous voulez, comprend 3 espaces. On a parlé du premier espace qui est l'espace de l'algorithmie, qui est en définitive des développements logiciels, et qui vont être faits par des mathématiciens, avec des ingénieurs et avec des experts métiers dans différents secteurs. Donc les applications concrètes, on va les retrouver dans la défense, on va les retrouver dans la banque, on va les retrouver dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, les nouveaux services. Donc le deuxième espace qu'il y a à l'intérieur de cette nouvelle économie, c'est du logiciel. On en parlera tout à l'heure, il y a une compétition très forte
au niveau international. Hein. Personne n'a gagné cette compétition et c'est une chance pour la France, pour l'Europe, hein, d'y entrer aujourd'hui. La preuve en est, le troisième espace, c'est l'espace des véhicules, c'est-à-dire pour faire travailler ces données, pour les traiter, pour traiter ces flux massifs, il faut des supercalculateurs. Et l'exemple de la France et l'initiative qui a été faite avec le CEA et Atos Bull, c'est une réussite, puisqu'aujourd'hui nous sommes leaders en France, numéro 1 en Europe depuis l'année dernière. On a annoncé une nouvelle technologie cette année, un Sequana, qui fait aujourd'hui un succès important en France et en Europe. Hein. On vient de gagner plusieurs grands projets dans l'industrie, dans la finance. Donc c'est possible au niveau des supercalculateurs. L'initiative que l'on mène aujourd'hui a la vocation à réussir dans le domaine des logiciels et de l'advanced analytics. Ah, et vous, Pierre-Paul Jaillot, donc l'apport concret, c'est... Ce qui est extraordinaire pour une communauté de mathématiciens, ce qui est extraordinaire, c'est de travailler dans ce contexte. On parlait du supercalculateur de Bruyères-le-Châtel, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour la recherche mathématique, en particulier dans un établissement comme le mien, parce que les mathématiciens ont besoin de calculs, ils ont besoin de données. Donc là, il y a une collaboration qui est d'ailleurs ancienne et qui avance. Et ça vous permet de donner un certain cadre aussi aux recherches en même temps ? Alors, je ne sais pas si ça donne un certain cadre. Ce qui est certain, c'est que ça donne un certain nombre de questions qui deviennent des questions essentielles et qui deviennent des questions mathématiques. La question, par exemple, de la détection d'événements, la question de l'aide au diagnostic, la question de prédiction d'état futur, ce sont des questions qui sont, je pense, au cœur de ce qui a été présenté du point de vue industriel, du point de vue recherche. Mais ça donne, ça se transpose dans des questions mathématiques, pour le coup, des questions un peu académiques, mais qui sont, par exemple, comment lier la remontée de signaux qui vont apparaître dans des objets connectés, qui vont se rassembler, donc la remontée de signaux et d'informations, la mise en ordre d'informations hétérogènes extrêmement variées, extrêmement complexes, et la modélisation au-delà de modèles déterministes simples. Et ça, cette mise en relation, ça exige une algorithmie robuste. Oui, donc ça va donner une nourriture. Au fond, les mathématiciens sont des gens qui ont besoin de nourriture. Ouais. Et cette nourriture, elle vient de l'industrie, elle vient des questions qui sont adressées par les industriels, et ce qui est vrai d'ailleurs pour ces nouvelles industries du futur dont vous parlez, mais c'est vrai pour des tas de secteurs industriels. Vous avez fait, Atos, vous avez fait un éloge des mathématiques françaises, je m'en réjouis, mais ce sont des mathématiques qui se nourrissent aussi de toute une série de secteurs, même parfois des secteurs anciens, si on peut dire, puisque ça peut toucher l'industrie pétrolière aussi bien que celle dont on parle aujourd'hui. Oui, puis c'est important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui on parle des objets connectés. Alors je prends un événement très grand public, en ce moment on a entendu tous ces piratages qui viennent par le biais des objets connectés. On se rend compte que justement, derrière, faut pas juste faire un objet, enfin c'est merveilleux ces petits objets et tout ça, mais il y a vraiment toute cette structure derrière, de structuration des données, de sécurité qui est importante, et c'est là où les mathématiques, enfin on s'en rend pas suffisamment compte dans la vie de tous les jours, mais voilà, tout ce qui toute cette couche en dessous doit être bien présente. Cette algorithmie et ces calculs vont apporter des nouvelles solutions logicielles. Qui vont permettre de traiter des équations de nouvelle génération. C'est plus des équations dites classiques sur des données structurées, mais c'est sur des données massives, non structurées, événementielles. L'événement dont vous parlez, qui est l'attaque massive en 3 vagues de DIN, qui est un fournisseur de services ce week-end, qui a impacté de nombreux secteurs. Si vous voulez, ces nouvelles équations vont travailler sur différents usages, familles d'usages, on va dire. La première famille d'usages, ça va être connaître mieux son client. Donc ça va être tout ce qui est sur le parcours client, et qui va intéresser bien sûr les banques, qui va intéresser les supermarchés, enfin les chaînes de retail. La deuxième famille d'usage, c'est l'excellence opérationnelle. Ça va intéresser les industries par exemple, pour optimiser justement ces chaînes de fabrication, ces usines, tous ces processus, optimisation des processus. La troisième famille d'usage, et qui correspond à ces événements de ce week-end, c'est la cybersécurité. Les nouvelles générations de cybersécurité vont devoir être prédictifs. Donc ils vont utiliser... Parce qu'on ne pourra pas utiliser juste ce qu'on appelle la sécurité périmétrique. On est obligé de regarder, de mettre des moteurs dessus pour dire, tiens, là il y a des événements un peu bizarres, inhabituels. Absolument, c'est ce qui va se passer dans la cybersécurité. Et la quatrième famille d'usage qui est aujourd'hui, et c'est là où c'est intéressant, parce que la recherche, ce qu'on estime, c'est que ce nouveau segment, cette nouvelle économie, réhabilite l'incertitude. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain, on va faire de la recherche, on n'est pas certain de ce qu'on va trouver. Donc c'est pour ça qu'il faut s'engager. Et la dernière famille d'usage, c'est ce qu'on appelle le business reinvention. Les clients, enfin, vous avez entendu parler de l'ubérisation, toutes ces choses-là. Donc c'est la rupture dans les business. Et donc il faut faire réinventer aujourd'hui de nouveaux services pour les clients pour qu'ils soient encore compétitifs. Et vous êtes en plein dans cette révolution au CEA. Oui, on est en plein dans cette révolution. Puis
quelque part dans le paradoxe dont vous parliez, ou qui était en filigrane. C'est celui d'une technologie qui disparaît, mais qui n'a jamais eu autant de contenu technologique sous-jacent. Et c'est ce qui est aussi clé dans la démarche que nous avons avec cette idée que l'apprentissage par les machines, l'apprentissage automatique, tous ces algorithmes-là sont des algorithmes qui deviennent absolument cruciaux pour pouvoir maîtriser des systèmes d'une complexité toujours augmentée, et puis en même temps d'une facilité d'abord trompeuse. Oui. Très agréable, mais trompeuse. Donc, voilà, je voulais redire un mot là-dessus, mais pour revenir à votre question précise, oui, nous sommes mobilisés sur le développement de technologies donc numériques qui sont, de façon générale, depuis le matériel, le hardware, les capteurs, et les capteurs intelligents. Les technologies capteurs combinés aux transmissions et aux transmissions de signal donc au niveau des capteurs, jusqu'au système embarqué, puis ensuite jusqu'au grand système fonctionnel. Et dans ce cadre-là, une des questions que nous voyons poindre, c'est la question de la localisation du traitement de l'information. Est-ce qu'on doit traiter l'information au plus près du capteur pour prendre les décisions près du capteur sur le système des voitures, est-ce que c'est dans la voiture? Voilà, est-ce que ça doit exactement le salon de l'auto qui vient de se clôturer a mis vraiment en exergue cette question. Où doit-on traiter l'information à petite échelle et prendre des décisions à petite échelle? Qu'est-ce qu'on doit remonter? Évidemment, pour des décisions centralisées. Et dans ce cadre-là, de nouveau, on voit que on est très vite confronté à des problématiques finalement de recherche fondamentale, d'algorithmique, de mathématiques. Et de mathématiques. Et c'est là où on se retrouve et où on apprécie particulièrement l'approche de Cachan, de l'UNES Paris-Saclay, sur cette idée qu'on peut tirer de problématiques concrètes des problématiques fondamentales de très haut niveau. Oui, et c'est là, oui. Ça va faire combien de personnes? Aujourd'hui, l'UNES Paris-Saclay, c'est combien de... Alors, c'est les écoles normales supérieures et l'école normale supérieure de Paris-Saclay ne dérogent pas à la règle. Ce sont des petits établissements. C'est d'ailleurs très intéressant de regarder comment de petites communautés, quand je veux dire petites communautés, ce sont des laboratoires d'une vingtaine de personnes, par exemple, vont avoir une très grande portée. Et là, c'est aussi peut-être la leçon qu'on peut tirer sur ce type d'objet, sur ce type de sujet, le lien entre l'algorithmie et les devices qui vont ensuite faire du... C'est qu'avec, au fond, des moyens qui sont des moyens importants, mais qui sont en même temps, qui reposent sur de l'intelligence de relativement peu de personnes, on va dire, on peut avoir une très grande portée. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Philippe sur un point. Et on va conclure là-dessus. C'est que pour nous, c'est véritablement essentiel de lier la technologie, l'industrie, la recherche et des enjeux sociaux et sociétaux. Parce que c'est évidemment toute la chaîne qu'il faut tenir. C'est la partie éthique dont on parle souvent. Exactement. Et au fond, si la France a aujourd'hui une carte à jouer, et une école normale supérieure est un établissement public, de ce point de vue-là, qui essaye de remplir sa mission, c'est de ne pas déconnecter l'excellence académique. Et en France, les mathématiques sont excellentes, des enjeux industriels. Et c'est aussi garder à l'esprit des valeurs, un certain nombre de valeurs qui touchent à la liberté, à la vie privée, et de rester à la vie. Donc là, on touche aux questions des données, et évidemment de maintenir une très grande attractivité pour les jeunes Français vers ce type de métier et vers ce type de formation. Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci, mais c'est important de le rappeler, parce que voilà, de voir qu'il y a des chercheurs ne développent pas non plus comme ça des algorithmes. Ils sont bien conscients des enjeux sociétaux, des enjeux humains et des enjeux d'attractivité aussi pour nos jeunes. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a un peu éclairé sur tout ce qui est en train de se faire dans ce monde des mathématiques, de la recherche, et comment ça nous impacte aussi à nous tous les jours, dans nos objets, nos montres, tous les objets connectés qui commencent à nous entourer. Allez, on se retrouve dans un instant, ce sera notre débat. On continuera à parler, là on va parler du numérique, mais avec l'enseignement, et là aussi c'est en train de pas mal évoluer. Merci messieurs, à tout de suite sur BFM Business. Merci. 01 Business Forum, l'hebdo.